expert de droit, Stéphane Aymar Chabot de l'Université d'Ottawa. Et en ligne, nous avons Chantal Richard de l'Université du Nouveau-Brunswick. Bonjour à vous. Bonjour, Sonia. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, l'agenda du jour, si vous voulez, c'est quelques notes administratives d'abord pour guider les participants. Ensuite, évidemment, une introduction des orateurs, donc de Stéphane et de Chantal. Et ensuite, on se plongera dans le contenu du webinaire, une fiche à la fois. Et tout au long de la présentation, il serait utile de noter que Chantal agira en tant qu'interlocutrice et elle posera des questions basées sur son expérience à notre expert Stéphane, qui y répondra tout au long de la présentation. Donc, on espère que ce sera un format qui vous plaira. C'est beaucoup plus dynamique et engageant ainsi. Et bien évidemment, il y aura aussi une opportunité de poser des questions à la fin. Alors, tout d'abord, les notes administratives. La fenêtre Chatbox vous permet de poser des questions à tout moment et on vous invite à utiliser les flèches oranges pour naviguer, activer ou cacher la fenêtre. Et si vous avez des problèmes techniques, on vous invite à venir visiter notre site web à ideasid.ca, webinaire, #troubleshooting, pour plus d'informations. Vous pouvez aussi évidemment écrire dans votre chatbox, poser des questions de tout ordre et notre collègue et agent de relations auprès des membres, Philippe Cyr, et des nôtres aussi pour répondre à vos questions. Sachez aussi que si, comme moi, vous prenez des notes frénétiquement, on partagera avec les participants le webinaire, c'est-à-dire les fiches du webinaire, peu après celui-ci. Donc, Stéphane Aymar Chabot est avocat et professeur à temps partiel à l'Université d'Ottawa. Chantal Richard est professeure à l'Université du Nouveau-Brunswick. Et moi-même, Sonia Vanni, directrice engagement des membres et communication à la Fédération des sciences humaines. J'ai le plaisir de modérer le webinaire. J'aimerais, avant d'aller plus loin, vous rappeler que nous avons aussi un guide accompagnateur, une ressource en ligne qui accompagne le contenu de ce webinaire et on vous invite à consulter ces documents, à les partager avec vos collègues parce que c'est vraiment un guide utile et vous verrez que la matière explorée aujourd'hui par Stéphane et Chantal y est plus grandement explorée. Pour y avoir accès, vous pouvez y avoir accès directement à partir du webinaire en allant dans la petite section intitulée « Ressources ». Pour y avoir accès. Et si vous avez des questions par rapport à cela, n'hésitez pas de contacter, de nous écrire via le chatbox ou de contacter Philippe Cyr. Alors peut-être que nous pouvons commencer avec une petite introduction. J'aimerais bien demander à Chantal si elle pourrait m'expliquer un peu du côté de l'association savante Acute, comment s'est élaboré, comment s'est développé cet intérêt de se pencher sur une thématique comme la diffamation et pourquoi cette thématique aurait peut-être de la pertinence avec des membres, des chercheurs, des professeurs de nos associations savantes. À vous, Chantal. Merci, Sonia. Premièrement, je tiens à remercier la Fédération des sciences humaines ainsi que ACUTE, l'Association of Canadian College University Teachers of English, afin d'avoir organisé et d'avoir financé ce webinaire sur la diffamation. Évidemment, pour la plupart d'entre nous, il s'agit d'un sujet peu abordé dans le travail quotidien, mais qui peut survenir dans des situations complexes et difficiles à naviguer. Il est donc très pertinent pour les membres des corps professoraux et des diverses associations et regroupements académiques de se familiariser avec la loi de la diffamation, notamment dans le monde actuel qui est dominé par la communication électronique, les réseaux sociaux et la transmission facile et instantanée de l'information. Il s'agit aussi d'un sujet délicat pour ceux et celles qui occupent des postes précaires, notamment, par exemple, les étudiants et étudiantes de cycle supérieur, les contractuels, qui ne sont pas toujours protégés par leurs syndicats ou leurs institutions. C'est ainsi en se familiarisant avec la loi et les concepts entourant les propos diffamatoires au Canada que les membres de la Fédération et de CUTE pourront mieux saisir les nuances de cette question complexe
et les façons dont elle peut se présenter dans leur milieu académique. Merci Chantal, et je saisis l'opportunité pour remercier votre collègue Jennifer Andrews et vous remercier aussi parce que c'est grâce à l'intérêt et le sens de responsabilité et du partage d'associations comme la vôtre que nous parvenons à apprendre plus, à collaborer et à partager ces acquis pour le bien de la communauté. Alors, un grand merci à vous et à votre association pour ce leadership. Et sur ça, j'aimerais bien lancer la balle à Stéphane. Merci, Sonia. Écoute, Chantal, la diffamation est un sujet très vaste. Par quel bout voudrais-tu qu'on commence aujourd'hui? Eh bien, si on commençait par la Charte des droits et libertés, on sait que la Charte protège le droit à la liberté d'expression, n'est-ce pas? Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut exprimer librement nos opinions en tant qu'individu? Écoute, c'est une bonne question. Je pense que pour la plupart des Canadiennes, des Canadiens, il y a un petit peu de confusion sur le rôle de la Charte. Je vais en profiter pour clarifier. La Charte, c'est sûr, hein, elle protège la liberté d'expression. Ça fait partie, en fait, de l'article 2 de la Charte, qui énonce nos libertés fondamentales. Et donc, la liberté d'expression se retrouve là, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que le rôle de la Charte, c'est un bouclier qui nous protège comme citoyens des actions de l'État. Et ça peut être des lois, des règlements, des politiques, ça peut être les actes d'un policier, une agente aux douanes quand on revient de vacances. Donc, tous les gestes posés par l'État et ses employés sont en fait réglementés, régis par la Charte, et la Charte nous protège des abus dans ce contexte-là. Donc, le gouvernement ne peut pas, à cause de la Charte, évidemment, limiter notre liberté d'expression indûment. Mais ce que la Charte ne fait pas, et c'est là où les Canadiens ont souvent tendance à se mélanger un petit peu, c'est que la Charte ne réglemente pas les relations entre les personnes. Ce n'est pas son rôle et ce n'est pas ce qu'elle fait. Alors, si mes actes de communication ne sont pas protégés par la Charte, est-ce que c'est à ce moment-là que s'applique la loi de la diffamation? Exactement. Donc, c'est le rôle, et là, on rentre donc dans la sphère privée du droit, les relations entre personnes, et la diffamation constitue donc un délit civil ou une faute civile. On voit sur la diapo quelques petites définitions tirées des dictionnaires sur le web, mais essentiellement, dans le contexte de la diffamation, il s'agit de propos, de choses qu'on dit ou qu'on écrit ou qu'on publie qui pourraient blesser la réputation de quelqu'un et pour lesquels on peut être tenu responsable et pour lesquels, en fait, on devra compenser la victime. C'est ça le rôle des fautes civiles, c'est de faire payer et de réparer les torts qu'on pourrait causer. Donc, c'est le rôle de la diffamation, si on veut, de faire l'équilibre entre la réputation personnelle d'un côté et le besoin, dans toute société démocratique, d'avoir un débat ouvert d'idées, des échanges qui peuvent choquer, blesser, remettre en question. Et sur la diapo, donc on voit la fameuse balance du droit qui veut équilibrer ces deux choses-là, et un extrait d'une décision de la Cour suprême qui portait justement sur la diffamation et qui en dit long, en fait, sur le rôle que les juges doivent jouer, que le droit doit jouer. Et je vais juste dire rapidement la petite citation parce qu'elle est bonne. On dit « Il n'est pas question de considérer l'atteinte à la réputation comme une conséquence regrettable mais inévitable des controverses publiques. » On ne peut pas invoquer le débat public pour écraser et démolir la réputation de quelqu'un. Mais la Cour nous rappelle qu'en même temps, il ne faut pas non plus vouer à la réputation de chaque personne une déférence exagérée. Il ne faut pas en faire une idole qui viendrait paralyser le débat ouvert sur des questions d'intérêt public. Alors, c'est cet équilibre-là que le droit de la diffamation essaye de faire. Donc, c'est un point important pour ceux d'entre nous qui travaillons dans le monde académique, n'est-ce pas? Si je comprends bien, il y a un équilibre à atteindre entre la liberté d'expression et la protection de la réputation de la personne. Donc, comment est-ce que la loi de la diffamation arrive à définir cet équilibre?
Bon, ben écoute, la réponse complète qu'on va voir aujourd'hui, c'est que ça dépend en partie d'où on se trouve au Canada. Comme tu le sais, Chantal, étant du Nouveau-Brunswick, donc et moi de l'Ontario, on est de chaque côté de nos voisins québécois. On sait très bien qu'au Canada, au niveau civil, on a deux systèmes de droit. Le Québec qui fonctionne avec un code civil et une tradition européenne continentale, et le reste du Canada qui fonctionne avec la common law, donc la tradition britannique. Alors, la réponse va dépendre où on se trouve, où les propos ont été publiés, justement. Et on va commencer, si tu veux bien, Chantal, avec la façon dont la common law va régler ou essaie de régler, justement, cette question d'équilibre-là. Alors, pour la common law, on procède essentiellement en deux étapes. Et c'est la diapo qu'on voit. Donc, ça, c'est ce qui s'applique partout sauf au Québec. Première étape, premier test, première question qu'on se pose, est-ce que les propos sont diffamatoires? Puis on va voir ce que ça veut dire en détail, mais dans ce premier test-là, il faut déjà savoir qu'on peut être critique, c'est sûr, on peut dire des choses qui remettent en question le travail de quelqu'un, la décision de quelqu'un, tout ça, sans que ce soit nécessairement diffamatoire. Donc, il y a déjà une marge de manœuvre au niveau... Les propos sont allés trop loin et sont diffamatoires. Oui. Est-ce qu'on peut justifier donc les deux plateaux, un après l'autre? C'est comme ça que dans les provinces de common law, on va aborder la question. En d'autres mots, je peux exprimer une critique envers quelqu'un en notant que mes commentaires sont justifiés sans être accusé de diffamation. C'est bien ça? C'est bien ça. Donc, tu peux évidemment être critique, hein, c'est le rôle de tous les universitaires, tout le monde qui travaille dans le domaine intellectuel, peu importe la discipline, on est là pour questionner, faire avancer tout ça. Donc, le premier critère, c'est est-ce qu'il y a eu vraiment diffamation? Et pour ça, on le voit à l'écran, il y a essentiellement trois critères, trois éléments qu'il faut regarder. Le premier, c'est est-ce que les propos sont suffisamment critiques pour diminuer le demandeur dans l'estime d'une personne raisonnable? Alors, on se pose la question, est-ce que c'est plus qu'un désaccord? Parce que je peux dire, Chantal, ce que tu as publié la semaine dernière, je suis vraiment pas d'accord, je trouve que tu as mal interprété tel texte, tout ça. C'est de la critique, c'est normal, c'est pas ce qui va nuire à ta réputation. Mais si je vais plus loin, c'est là où on franchit le seuil et on se pose la question, bon, est-ce que ça tend à diminuer la réputation de la personne dans l'opinion d'une personne raisonnable? Deuxième chose, il faudrait que tu prouves que les propos te visent toi. Donc, des fois, c'est clair, des fois, il faut prendre le contexte. Et troisième chose qu'il faut prouver pour qu'il y ait diffamation, il faut que les actes soient publiés. Donc, c'est essentiellement, si je dis quelque chose à ton égard, puis que tu n'es pas contente, puis que tu veux te plaindre au niveau de la diffamation, ce sont les choses que tu devrais prouver. Merci. Déjà, c'est un peu plus clair, mais j'aimerais revenir sur le terme publié, puisque dans le monde universitaire, ce mot a un sens très précis. Est-ce qu'il a le même sens dans le contexte juridique? Écoute, ça, c'est une bonne question. Pour les universitaires, en publication, c'est quelque chose de formel qui fait partie de la permanence et tout ça. Dans le contexte du droit et dans le contexte de la diffamation particulièrement, publier veut dire à peu près n'importe quoi. Le test, tout simplement, c'est de parler de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Donc, Sonia qui est à côté de moi, si je lui dis « As-tu vu l'article de Chantal la semaine passée? Peux-tu croire qu'elle a écrit ça? » Ces propos-là constituent une publication parce que je parle de toi à quelqu'un d'autre. Donc, ça peut être évidemment un gazouillis, un tweet affiché sur Facebook, tout ça, donner un cours. Tout ce que je vais dire, c'est de la publication. Si je suis en conférence, pareil. Envoyer un courriel à quelqu'un au sujet de quelqu'un d'autre, c'est publié. Et évidemment, des publications traditionnelles. Donc, tout ça, ce sont des actes de publication aux yeux du droit. C'est très large, donc. Mais très large. Je remarque quand même que dans ces exemples, il n'y a pas de mention de source citée. Donc, par exemple, en tant que professeur, si je cite une source dans un article,
Est-ce que ça veut dire que je publie cette source, surtout s'il s'agit, par exemple, d'une source controversée? Est-ce que le fait de l'inclure dans mon article pourrait aussi être un acte diffamatoire? Écoute, le droit là-dessus, fort heureusement pour nous en milieu universitaire, le droit a créé, si on veut, une zone grise où on a reconnu essentiellement qu'il faut donner de la marge de manœuvre quand on utilise des sources de quelqu'un d'autre. Et ce que je te dirais, c'est que le test de base, c'est quand tu fais référence à quelque chose qui peut être diffamatoire et très problématique, est-ce que tu adoptes le contenu? Et j'ai mis la petite citation qu'on voit sur la diapo. Elle est en anglais parce qu'elle vient de la Colombie-Britannique, mais elle donne une idée et elle dit simplement de transmettre l'information d'une manière neutre, ce n'est pas l'adopter. Mais si on essaye d'attirer l'attention, de dire lisez ceci, ou si on dit je suis bien d'accord avec ce que l'auteur mentionne dans son article, etc., tout ce qui franchit la ligne entre simplement utiliser la source pour alimenter notre propre réflexion et aller plus loin, donc adopter, attirer l'attention, diriger les gens vers quelque chose. Si on franchit cette ligne-là, on est probablement en train de publier. Donc, ce que les juges essayent de faire, c'est dire aux académiciens, vous pouvez faire référence à des ouvrages et à des choses controversées sans encourir de risques. Mais si vous dites à vos lecteurs que telle source, c'est une belle chose, une bonne chose, ou vous dites il faut absolument lire ceci, mais là, le droit va dire écoutez, vous êtes en train de l'adopter, vous êtes en train de l'exprimer vous-même, et là, vous le publiez. Donc, c'est essentiellement la ligne, c'est une zone grise, hein, c'est flou exprès, et les juges auront la discrétion là-dessus. Donc, de retweeter quelque chose tout simplement, en principe, pas de problème. De réafficher quelque chose sur Facebook ou Instagram, essentiellement pas de problème. Mais, et évidemment, de citer dans un article, ça n'a aucun problème, à moins qu'il y ait des indications que tu adoptes le contenu toi-même. Donc, vaut mieux s'abstenir de commentaires si on n'est pas sûr. Exactement. On est mieux de simplement dire telle personne a dit telle chose, aucun problème. D'accord. OK, donc, qu'est-ce qui arrive si je veux remettre en question les propos de quelqu'un, mais que je n'ai pas vraiment l'intention de m'attaquer à sa réputation? Alors, est-ce que l'intention derrière mon questionnement peut entrer en ligne de compte? Là, la réponse, et je suis toujours en common law, je vais être très clair là, pour nos auditeurs québécois. En common law, la réponse, c'est que l'intention n'a aucun rôle à jouer. On va évaluer tes propos, ou mes propos, Chantal, ce que je disais à ton égard tantôt. On va évaluer les propos selon ce qu'une personne raisonnable aurait conclu du contexte. Et cette personne raisonnable, en common law, c'est une créature mythique. Et l'idée, c'est que les juges ne veulent pas être obligés de rentrer dans ma tête pour essayer de figurer qu'est-ce que Stéphane voulait vraiment dire. Et ils vont regarder mes mots, le contexte dans lequel je les ai dit, et ils vont en venir à une conclusion, à une évaluation pour voir une personne moyenne dans la société, est-ce qu'elle verrait ça, est-ce qu'elle verrait les mots que Stéphane a prononcés comme étant susceptibles de nuire à ta réputation. Et c'est comme ça qu'on ferait l'évaluation. Donc, on ne rentre pas dans ma tête, on regarde mes mots, le contexte, et on se pose la question, la personne moyenne, elle verrait ça comment? Est-ce que c'est diffamatoire ou pas? OK, alors en d'autres mots, si j'écris, j'envoie un gazouillis ou je dis quelque chose de critique envers quelqu'un et que mon commentaire, je reprends la citation, tend à diminuer l'estime de quelqu'un aux yeux d'une personne raisonnable, je serais peut-être en train de la diffamer. C'est un seuil qui me paraît assez peu élevé. Alors, comment est-ce qu'on peut favoriser l'échange libre d'idées dans un tel contexte? Tu as raison, hein, le test est très bas, le seuil, on le franchit rapidement. Si je dis quelque chose, par exemple, que selon moi, Justin Trudeau est corrompu, c'est sûr que ça tend à diminuer dans l'estime. Hein. Donc, qu'est-ce que le droit fait? Ben, là, en common law, on passe à la deuxième étape et on se pose la question,
les propos de Stéphane sont suffisamment graves pour être diffamatoires. Est-ce que Stéphane avait une bonne raison de les dire? Et ce qu'on voit à l'écran, ce sont les défenses classiques en common law. La première, et ça encore une fois, pour nos auditeurs québécois, il y a une nuance au Québec, et je vais revenir là-dessus dans quelques minutes, mais en common law, si les propos sont vrais, je peux les dire. Donc, et là, on parle des faits. Hein? Il faut que ce soit des faits entièrement et objectivement vrais. Je peux rassurer tout le monde, là, dans l'ère de Trump, en droit, il n'y a pas de version alternative des faits, il y en a seulement une, donc c'est ce qu'on va regarder. Donc, si j'exprime quelque chose, un fait, si je dis Justin Trudeau consomme de la cocaïne, c'est un fait objectif qui se vérifie. Si c'est vrai, j'ai le droit de le dire. Si c'est faux, je suis dans le pétrin. Deuxième chose qu'on va regarder, là, on rentre dans l'affaire de l'opinion. Alors, si je dis, selon moi, Justin Trudeau est un mauvais premier ministre, ben, si je me base sur quelques-unes de ses décisions, si je me base sur des faits, j'ai le droit d'émettre une opinion critique. Et c'est là le débat. Hein? C'est là où on fait la place au débat public. Et l'opinion, en termes juridiques, on parle du commentaire loyal, l'opinion est protégée. Donc, je peux, si je me base sur des faits, exprimer une opinion. Et même des opinions assez marginales vont être protégées par les juges, en autant qu'il y ait un minimum de base factuelle. Là où mon opinion ne sera pas protégée, là où je ne peux pas invoquer ça comme défense, c'est si, et là on rentre un petit peu dans l'intention justement, si je suis clairement malveillant, si je veux vraiment faire du tort, et si c'est clair par le contexte qu'en disant ça, mon objectif, c'est de démolir mon collègue, de nuire à sa réputation, de l'empêcher d'avoir une promotion. Bon, c'est une évaluation qui n'est pas facile à faire, mais la preuve va être évaluée par les juges, puis c'est comme ça qu'ils vont venir une décision. Donc, si les faits, si mes propos portent sur des faits, je peux les dire même si ça blesse, même si ça détruit quelqu'un. Si j'exprime une opinion, en autant qu'elle est basée sur des faits, je peux l'exprimer, même si elle est controversée. Par contre, il ne faut pas que je le fasse spécifiquement pour détruire ou nuire à quelqu'un. Et la troisième défense, la troisième justification que la common law reconnaît, elle est plus récente, elle existe depuis quelques années, la Cour suprême l'a reconnue il y a quelques années, surtout pour les médias. Mais elle pourrait s'appliquer dans un contexte universitaire, et ça, c'est si on communique sur une question d'intérêt public. Question d'intérêt public, c'est quelque chose qui est vraiment d'intérêt pour un groupe dans la société. Ça peut être un petit groupe de scientifiques qui se posent la question sur l'existence de telle molécule. Si ce petit groupe de scientifiques-là a un intérêt légitime dans la question, c'est une question d'intérêt public. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui est très populaire. Si ma communication, j'ai fait tout mon possible pour vérifier ce que je dis, la Cour va généralement dire, Stéphane, ce que tu as dit était peut-être problématique, mais tu as fait ton possible et c'est une question d'intérêt public. Tu as le droit de participer au débat de cette façon-là. Donc, je ne sais pas si ça c'est clair, Chantal, ou si tu as des questions là-dessus. Peut-être juste pour enchaîner, est-ce qu'on parle ici de liberté académique? Est-ce que ça joue un rôle aussi? Pour nous, hein, comme universitaires, c'est sûr que ce concept-là est cher à notre travail et souvent, hein, tu le sais comme moi, il est reflété dans les conventions collectives et d'autres documents administratifs des institutions. Mais en droit, c'est pas un concept qui est reconnu. Donc, je peux pas invoquer spécifiquement le concept de liberté académique pour justifier des propos. Mais c'est sûr que ça fait partie du contexte et les juges vont considérer ce contexte-là pour évaluer est-ce que mon opinion était basée sur quelque chose, est-ce que c'était vraiment une opinion, un commentaire loyal, comme on dit en droit, ou est-ce que les propos sont vrais, ou est-ce que c'était une communication responsable de ma part dans le contexte. Alors, la liberté académique, c'est pas un concept juridique, c'est pas quelque chose avec lequel les avocats et les juges travaillent quotidiennement, mais c'est un facteur important qui va être considéré par les juges pour comprendre le contexte des mots,
pour comprendre s'ils ont été diffamatoires et ensuite pour voir s'ils sont justifiés. OK, merci. C'est quand même assez complexe, n'est-ce pas? Pour compliquer un peu plus les choses, est-ce qu'on peut parler maintenant du droit civil, vu qu'on s'adresse à un public francophone? Est-ce qu'il y a des précisions à apporter concernant la loi de la diffamation au Québec? Oui, le Code civil québécois fonctionne un petit peu différemment. Quand on lit les décisions des cours et qu'on lit les articles des juristes, on voit que la tension de base entre la réputation et le débat public, ils ont le même dilemme, c'est d'équilibrer les deux concepts. Mais au Québec, la Charte québécoise et le Code civil, tous les deux, explicitement reconnaissent et protègent la réputation d'une personne. On ne retrouve pas ça en common law. C'est un concept non écrit dans les provinces de common law. Au Québec, dès le début de la Charte, dès le début du Code civil, la protection, le droit à la réputation et la dignité sont protégés. Donc, ils ont un statut beaucoup plus explicite, beaucoup plus clair au Québec. Ce qui est différent, par contre, c'est comme on vient de le voir en common law, avec notre test à 2 étapes, on a toute une analyse spécifique pour la diffamation. En droit civil au Québec, on se repose sur le test général, l'obligation générale qu'ont tous les Québécois de ne pas causer de tort à quelqu'un d'autre. C'est un concept qui est complètement inconnu en common law. Il n'y a pas d'obligation générale de ce type-là. Mais dans le contrat social, si on veut, que le Code civil reflète, chaque personne a l'obligation de base de ne pas nuire à l'autre. Et c'est l'article qu'on voit à l'écran, le fameux 1457 du Code civil, où toute personne a le devoir de respecter la conduite et de ne pas causer préjudice à autrui. Alors, c'est ce test-là qu'on utilise au Québec. Donc, le même test qui dit que quand je suis en train de conduire, il faut que je fasse attention. Quand je suis en train de placer mon pot de fleurs sur mon balcon, il ne faut pas qu'il tombe sur mes voisins d'en dessous. C'est le même concept très large de ne pas faire de tort à autrui qui va être utilisé pour analyser la diffamation. Alors, comment est-ce que ça s'applique en termes pratiques? Ben, essentiellement, il y a 3 cas où le droit québécois va dire il y a eu diffamation. Et on va voir des parallèles. Hein, tu vas le remarquer tout de suite avec la common law. Si les propos sont faux. Donc là-dessus, les deux systèmes de droit sont d'accord. Si tu parles de quelque chose de factuel et que tu racontes un mensonge, c'est de la diffamation tout court. Il n'y a aucun problème là-dessus. Les deux systèmes le voient de la même façon. Même chose au Québec, on va dire si tu aurais dû savoir que. Hein? Donc, ça vient rejoindre la notion de communication responsable. Il faut faire attention à ce qu'on dit et avant d'émettre quelque chose, il faut faire attention. Par contre, au Québec, la nuance, et elle est quand même importante, c'est que, si tu te souviens, tantôt, je t'ai dit, hein, si c'est vrai en common law, je peux dire n'importe quoi, même si ça blesse, même si ça détruit quelqu'un. Ouais. Au Québec, même si c'est vrai, il faut une raison valable pour publier des faits qui nuisent à quelqu'un, qui causent du tort à quelqu'un. J'ai l'obligation, comme Québécois, de ne pas causer de tort. Donc, je ne peux pas juste publier quelque chose et dire, ben c'est vrai, je peux le dire. S'il n'y a pas de raison d'intérêt public qui vient primer, si le débat public n'est pas plus important que la réputation, je ne peux pas publier des faits qui sont véridiques. Donc, les faits sont traités un petit peu différemment avec ces 3 approches-là au Québec. Pour l'opinion, on est un peu plus large et on va revenir un peu plus à la question d'intention. Est-ce que le fait d'exprimer mon opinion comme je l'ai fait, et on va remonter juste pour revoir le fameux article 1457, est-ce que mon comportement en exprimant une opinion est tel que ça sort des normes de conduite raisonnables? Donc, on va évaluer ma conduite plus que juste l'opinion. Donc, le droit civil québécois, pour résumer, traite de la même tension entre la protection de la réputation, de la dignité et le débat public, mais le fait de manière un petit peu différente et, honnêtement,
on est un peu plus strict au Québec sur ce qu'on dit et il faut faire un petit peu plus attention sur les propos et est-ce que mes propos rencontrent la norme de conduite de ma communauté. Essentiellement, ça va être ça le test au Québec. J'imagine que ça doit quand même être assez complexe de déterminer qu'est-ce qu'une raison valable quand même. Tout à fait. Hein, et c'est là le rôle des juges d'évaluer le contexte dans son ensemble, y compris hein, ce qu'on discutait tantôt, la liberté la liberté académique. Là. Donc, le juge québécois va être obligé de sous-peser tout ça pour déterminer est-ce que la conduite enfreint les normes communautaires et c'est ce qu'on va regarder essentiellement dans le contexte québécois. Donc, on ne passe pas en deux étapes formelles comme en common law. C'est plus une appréciation globale de ce que la personne a dit, de la nature des propos, du contexte dans lequel ils ont été dits, et on va comparer ça à ce qu'une personne raisonnable dans la société jugerait comme acceptable ou non. Et au Québec, c'est ça. Et au Québec, publier quelque chose de vrai qui fait du tort sans raison, c'est pas acceptable. Dans les provinces de common law, ça le serait. Ouais. Donc, peu importe où on se trouve au pays, qu'est-ce qu'on fait si on est accusé ou si on souhaite porter plainte? Qu'est-ce qu'on fait devant une poursuite pour des propos diffamatoires? Écoute, il y a probablement pas grand-chose de plus traumatisant pour quelqu'un que de recevoir une mise en demeure ou un document de la Cour qui dit on vous poursuit. Hein. Ça, c'est un choc pour tout le monde. Quand on est défendeur, je vais commencer avec le rôle de défendeur. Si on se fait poursuivre ou on reçoit une menace de poursuite, une mise en demeure, première chose à faire, c'est de ne pas tomber dans le déni. C'est facile à faire de mettre la lettre dans une pile et de dire je veux pas la voir. C'est ce qu'il faut pas faire. Donc, première chose, c'est de réagir immédiatement, envoyer, et là, quand on est dans le juridique, on y va avec l'écrit seulement, il n'est pas question d'y aller avec un coup de fil. Donc, on envoie une lettre ou on envoie un courriel à la personne qui nous a écrit et on dit, écoutez, j'ai bien reçu, j'évalue et surtout, je consulte une avocate et je vous reviens. À partir de ce moment-là, l'autre partie va être obligée d'attendre. Même si vous disent, vous avez 5 jours pour réagir, puis ils essaient de vous mettre de la pression, à partir du moment où vous dites, je suis en train de consulter, ils vont devoir attendre. Et la personne qui va réagir pour vous, c'est votre avocate, votre avocat. À partir du moment où on indique à l'autre partie qu'on va être représenté par un avocat, au point de vue déontologique, ils doivent attendre et ils ne peuvent plus nous contacter directement. Donc, c'est une bonne façon de se retirer de la boxe quotidienne là, et de dire, écoutez, j'ai un avocat, parlez à mon avocate, c'est pas à moi que vous devez parler, et légalement, ils n'ont pas le droit de vous parler directement à partir du moment où vous êtes représenté. Donc, c'est la meilleure chose à faire dans le très court terme. On réagit et on s'achète un peu de temps pour préparer un peu notre réponse. Deuxième chose, évidemment, les supports professionnels. Il faut consulter un avocat. Il faut parler à son institution. Et je te dirais, là, Chantal, à ce niveau-là, ce qui est le plus important, sincèrement, c'est le côté humain. Si on fait face à une poursuite, ça peut être long. Hein? Tu le sais, en droit, c'est des mois et des années. C'est pas rare, malheureusement. Donc, il faut y penser comme un marathon et se créer un réseau de soutien au travail et dans notre vie personnelle. Être sûr qu'on a les gens qui vont nous épauler quand on va avoir des moments de doute et des moments creux, parce qu'il va y en avoir. Alors ça, c'est vraiment, je dirais, au niveau humain, la première chose à faire, s'assurer qu'on a un support. Donc, 1, on s'achète un peu de temps et on consulte une avocate. 2, on prépare nos réseaux de soutien au travail et à la maison. Et 3, on va voir notre employeur et on va voir notre syndicat. Pourquoi? Ben, le syndicat a peut-être des outils qu'ils peuvent nous donner. Il y a peut-être quelque chose dans notre convention collective qui nous protège. Donc, c'est important de tout de suite aller explorer les possibilités de ce côté-là. Et pourquoi l'employeur, Chantal, mais écoute, c'est que si ce qu'on a fait, si ce qu'on nous reproche, hein, les propos qu'on a dit à une conférence, quelque chose qu'on a publié sur Facebook ou un article qu'on vient de sortir,
Si c'est relié à notre travail, l'employeur est généralement responsable des actes commis par ses employés. Alors, l'employeur va avoir un intérêt. Parce que si nous, on se fait coincer pour diffamation, je peux te garantir que le demandeur va aller se faire payer dans les poches de l'employeur qui a des assurances et de l'argent. Alors, l'employeur va vouloir savoir ce qui se passe et dans bien des cas, l'employeur va vouloir gérer le dossier et peut-être même carrément nommer l'avocate qui va se charger du dossier. Ils n'ont pas d'obligation, je vais être clair pour tout le monde. L'employeur n'est pas obligé de nous défendre, mais au niveau pratique, vont souvent avoir un intérêt à le faire et c'est ce qu'on va voir bien souvent. Donc, est-ce que ça répond à ta question du côté de défendeur si toi, tu reçois une poursuite ou est-ce que tu as encore des choses qui te chicotent là-dessus? Peut-être pour approfondir un petit peu, alors tu as mentionné que parfois on pourrait exprimer quelque chose en tant que professeur, en tant qu'employé de notre institution. Où se trouve la séparation et est-ce que c'est quelque chose qui entre en compte dans un cas de diffamation? C'est-à-dire, on sait qu'aujourd'hui, la séparation entre la vie professionnelle et la vie privée est un peu floue. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va entrer en ligne de compte, justement, si on exprime une opinion personnelle comparée à une opinion en tant que professeur? Deux réponses, un non et un oui. Alors, je vais t'expliquer un petit peu plus. Donc, le non, c'est que ça ne changera pas l'évaluation vraiment de la diffamation. Que je parle sur mon Facebook personnel ou que je sois en train de donner un cours, je suis en train de publier, la norme, tout ça va être à peu près la même. Mais ce qui va changer, évidemment, c'est l'intérêt de l'employeur. Et s'il y a une chance que ce que j'ai dit ou écrit ou affiché sur un média social soit relié à mon travail, l'employeur, honnêtement, devrait être inquiet et devrait jouer un rôle dans la défense pour s'assurer que son employé et que lui-même, comme employeur, est protégé. OK, merci. Et puis, écoute, peut-être deux mots sur la question d'être demandeur. Donc, je prenais l'exemple tantôt, je suis en train de jaser ici avec Sonia et je lui dis, écoute, j'ai lu l'article que Chantal a publié la semaine dernière, peux-tu croire qu'elle a dit ça? C'est ridicule, ça n'a pas de bon sens, comment est-ce qu'elle peut conclure telle chose? Si tu penses que je suis allé trop loin, comme demanderesse potentielle, évidemment, la première chose à faire, il faut aller demander un avis juridique. Et voir si ce que j'ai dit à Sonia constitue vraiment de la diffamation et obtenir donc l'avis d'un expert là-dessus, donc aller voir un avocat pour voir ce qu'il en pense. Donc, il y a la question juridique. Deuxième chose, je reviens à la question de l'employeur de tantôt. Si j'ai été diffamé par quelque chose qui se passait au travail, peut-être que mon employeur va vouloir m'aider aussi, peut-être que mon syndicat va vouloir m'aider, il faut explorer ça. Mais, une fois qu'on a la réponse technique, oui, il y a eu diffamation, et oui ou non, l'employeur ou le syndicat va embarquer, ce que je te dirais, et je reviens à la question humaine, pour l'avoir vu dans des litiges complexes de diffamation, il faut s'assurer que ça vaut vraiment la peine. Parce que, tu le sais, est-ce que je vais vouloir être pris dans une dispute qui va gruger de l'énergie, du temps, de l'argent pendant 2, 3, 4, 5 ans? Et je ne ferai pas ici l'excuse pour le système judiciaire. Il est lent, il est coûteux, mais c'est le système qu'on a. Et j'ai souvent eu cette discussion-là avec des clients où je leur dis, oui, tu as raison. Et évidemment, dans l'émotion, je veux poursuivre, je veux défendre mes droits, tout ça. Et ce que je dis toujours à un client, retourne chez toi, on se revoit dans une semaine, pas 24 heures, une semaine, pense-y, parle à tes amis, parle à tes proches, est-ce que tu veux vraiment embarquer dans cette dispute-là? Oui, tu as raison. Ce que je te demande au niveau humain, est-ce que ça vaut la peine pour toi?
Et je te dirais, en 80% des cas, les gens vont revenir et vont dire, j'ai compris, je me sens, si on veut, valorisé parce que je sais que j'ai raison, mais en même temps, j'ai d'autres choses à faire de ma vie. Donc, ça va être la vraie question, je vais te dire. OK, donc, évidemment, c'est quelque chose de très émotif. Ça vient nous chercher, qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la diffamation. C'est sûr que il faut bien réfléchir avant d'aller de l'avant. Alors, je pense que tu as donné de très bonnes balises. Mais si je peux me permettre une autre petite question avant de passer à la prochaine diapositive. Est-ce que je peux être moi-même accusée de diffamation si je décide de porter plainte contre quelqu'un? Est-ce que ça peut être utilisé comme une contre-attaque? Ça va arriver à l'occasion, mais ce que je te dirais, c'est que de règle générale, de porter plainte à la police, de souligner quelque chose à mon employeur, au service des ressources humaines, à ma supérieure, tout ça, généralement, ça, c'est pas problématique, puis on peut comprendre pourquoi. Hein. Si j'ai été victime d'agression sexuelle et que je porte plainte à la police, et que le présumé agresseur peut à tout moment m'accuser de diffamation, il n'y aurait jamais de plainte à la police, il n'y aurait jamais d'enquête policière. Donc, ce genre de communication-là est généralement protégé. C'est sûr qu'il ne faut pas faudrait éviter d'aller sur Facebook et dire je suis allé à la police aujourd'hui pour accuser un tel, là. Ça serait problématique. Et tout ce qui est communication, je dirais administrative, hein, aller voir, comme je dis, le service des ressources humaines pour dire écoute, ma collègue m'a mentionné que je suis inquiet pour elle. Aucun problème avec ça. J'ai été témoin de quelque chose qui, moi, m'a fait poser des questions. Je peux aller à la police, dire écoutez, je pense que j'ai vu quelque chose. Donc, ce genre de communication administrative est normalement protégée pour des raisons, je pense, qui sont évidentes pour tout le monde. Il faut que les processus puissent avoir lieu. Et oui, peut-être qu'en bout de ligne, la personne va être exonérée, mais il faut quand même qu'il y ait une enquête. Oui, OK. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, alors, pour terminer, j'aimerais qu'on aborde quand même brièvement les discours haineux pour mieux comprendre à quel moment est-ce qu'on passe de la diffamation au discours haineux et où est la liberté d'expression dans tout cela. Ce qui est important de se rappeler, tant au Québec que hors Québec, la protection de la réputation, c'est une protection individuelle. Donc, elle protège la réputation d'une personne ou d'une personne corporative, hein, une institution, une compagnie ont les mêmes droits, mais la protection de la réputation ne protège pas les groupes. Et c'est pour ça qu'on voit souvent, peut-être trop souvent, passer des choses abominables au sujet de certains groupes. Je peux faire un commentaire absolument faramineux sur les femmes et leur place dans la société. Ça ne sera pas soumis au même test. Donc, quand on parle de groupe, il y a essentiellement deux balises. La première, c'est dans le code criminel. Mais comme on le voit à l'écran, le petit extrait là, de l'article 319 qui reprend, il y a différents articles dans le code criminel sur la protection des groupes, mais ils ont tous à peu près le même barème. Et c'est quoi? C'est inciter à la haine, inciter à la violence. Alors, je peux faire des commentaires très désobligeants au sujet des femmes. Si j'incite pas à la violence ou si ce ne sont pas des commentaires qui sont susceptibles d'inciter quelqu'un à faire de la violence, je n'ai pas transgressé la ligne conceptuelle du crime. Donc, je suis du bon côté du droit, peut-être pas du bon côté moral, mais du bon côté du droit. Et ce que j'ai dit est tout à fait légal. Je dirais peut-être pas admissible, mais tout à fait légal. Donc, la barre, elle est très haute. Hein? Donc, on peut dire pas mal de choses quand on parle de groupe.
sans franchir la barrière là, du crime. Ouais. L'autre chose, et ça, bon, pour aujourd'hui, je pense qu'on pourrait pas aller beaucoup plus loin. On pourrait faire un deuxième webinaire, peut-être à un moment donné là-dessus. Mais au niveau des lois provinciales, il y a plein de lois, de codes des droits de la personne, la Charte québécoise au Québec, qui protègent, dans une certaine mesure, contre ce genre de propos discriminatoires et très problématiques. Ça va varier d'une province à l'autre. Les tests ou les balises vont varier d'une province à l'autre. Et les réparations, est-ce que je peux demander des dommages-intérêts? Est-ce qu'on peut demander une ordonnance pour dire à cette personne-là d'arrêter de publier ça sur Facebook? Ça va varier d'une province à l'autre. Donc, essentiellement, on a 13 régimes différents au Canada. Les 10 provinces et 3 territoires ont chacun leur régime et ça s'applique différemment à chaque endroit. Mais, je dirais aux auditeurs, si vous croisez une communication qui vous semble problématique face à un groupe, votre premier recours, c'est d'aller voir les sites web de vos commissions, tribunaux des droits de la personne de votre province. Et souvent, il y a de très bons documents, des FAQ, là, où on pose des questions communes, tout ça. On peut aller chercher beaucoup d'informations là-dessus pour voir, dans ma province, Stéphane a dit quelque chose au sujet des femmes, je trouve que c'est vraiment pas correct. Est-ce que j'ai un recours? C'est là où on va généralement trouver les premières réponses. C'est bien, très intéressant, Stéphane. Je pense que je suis arrivée au bout de mes questions. Pardon. Je demandais à Sonia si elle en a peut-être ou s'il y en a qui sont rentrés de nos auditeurs. Merci beaucoup, Stéphane. On va passer effectivement à une question qui a été posée. Est-ce que des commentaires publiés sur des réseaux sociaux comme Facebook peuvent être considérés comme étant un exemple de diffamation, particulièrement des commentaires quand on n'est pas la personne qui a publié le post original? Donc, deux bouts de réponse à ça. Oui, c'est une publication au sens du droit. Hein. Donc, si ce que je mets sur Facebook parle d'une autre personne, je suis en train de publier. Le critère là-dessus, il est très, très facile. Donc, si j'écris sur Facebook quelque chose à propos de Chantal, je suis en train de faire une publication au sujet de Chantal. Si, par contre, toi, Sonia, tu as publié quelque chose au sujet de Chantal et que moi, je le partage, on va rentrer dans cette fameuse zone grise. Est-ce que je suis en train d'adopter le contenu? Donc, si je fais simplement réafficher, retweeter, partager, j'ai peut-être pas franchi la ligne de la publication. Ce ne sont pas mes propos, je suis en train de rapporter les propos de quelqu'un d'autre. Mais si je dis « Hey, regardez ça, c'est super bon », là, oui, définitivement, j'ai franchi la ligne. Entre les deux, il y a une grande zone grise. Ça va dépendre des circonstances. Même chose au Québec, où on va se poser la question, est-ce que le fait de réafficher ce que toi t'as mis enfreint les normes de conduite auxquelles on s'attendrait de quelqu'un? Une question peut-être reliée, si je peux me permettre, c'est si à votre insu, quelqu'un a enregistré des propos que vous avez partagés dans le cadre d'un cours, à votre insu, publie sans sanctionner ou sans appuyer ce que vous dites, mais si les propos à l'origine étaient potentiellement diffamatoires, est-ce que la loi s'applique de la même façon si c'est médiatisé à votre insu? C'est une bonne question. Hein? Écoute, je pense que la morale le noyau de ce qui ressort de ta question, c'est ce qui suit en termes pratiques. On est en 2019. À partir du moment où j'ai un échange avec quelqu'un au sujet de quelqu'un d'autre, il faut prendre pour acquis que je n'ai plus le contrôle sur le contenu. Surtout si je le fais en classe, par exemple, dans une conférence, où on sait très bien que n'importe qui avec un téléphone ou un ordinateur portable peut être en train de diffuser en direct sur Facebook. Il n'y a aucune attente que le message n'ira pas plus loin. Donc, si je te dis à toi, Sonia, mon commentaire de tantôt à propos de l'article fictif de Chantal,
que toi, tu décides de le répéter ou de le réafficher ou quoi que ce soit, j'aurais vraiment beaucoup de mal à m'en plaindre. D'accord, merci. On a une deuxième question. Il y avait récemment une instance où la compagnie plainte de diffamation contre CBC ou Radio-Canada pour avoir publié des résultats de recherche qui disaient que leur poulet ne contenait que 50% de viande véritable. Mais le cas a été rejeté par la Cour supérieure de l'Ontario. Par curiosité, pourquoi la compagnie ferait ça si les résultats ont été trouvés par un processus scientifique et si les résultats sont dits vrais? Il n'y a rien qui empêche quelqu'un de poursuivre quelqu'un d'autre, même s'ils ont tort. Du point de vue commercial, c'est sûr que ça nuit énormément à une entreprise de se faire dire que leur viande est 50% de la viande. Donc, c'est sûr que je pense au niveau purement commercial, Subway a voulu faire taire la chose. L'ironie, évidemment, c'est qu'en allant en cours, ils sont en train de médiatiser et de s'assurer que tout le monde est au courant. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a rien qui empêche quelqu'un. Et ici, la Cour a rejeté la demande de Subway. Pourquoi? Parce que les tests étaient véridiques. Et aussi parce que, dans le cas de médias, c'est une communication responsable. C'est un sujet d'intérêt public. La qualité de la nourriture qui est servie est quelque chose qui est visiblement d'intérêt public. Et ils ont fait des recherches tout à fait logiques et crédibles. Donc, ils avaient le droit de communiquer ça au public, peu importe le tort que ça pouvait causer. Et c'est sûr que ça, au niveau du premier critère, est-ce que ça nuit à la réputation? Aucun doute là-dessus. Et là, on rentre dans est-ce que c'était justifié? Ben, sous deux défenses, ça passe très bien, ça n'a aucun problème. D'accord. Merci. Merci à ceux qui ont posé des questions aussi. Je me permets de poser une question, puis je vous invite, Chantal, à y répondre aussi. Mais en tant que Stéphane, professionnel de la loi, avocat, et vous, Chantal, en tant que professionnel de l'éducation, soit professeur, est-ce que vous trouvez qu'il y a peut-être plus d'incidence soit de questions ou une tendance à aller vers la loi de la diffamation un petit peu plus poussée qu'autrefois, peut-être à cause des médias sociaux ou à cause des technologies émergentes? Est-ce qu'il y a une sensibilisation qui devrait être faite? Ou, voyez-vous, je pense que peut-être que ce qu'on essaie de faire avec ce webinaire et avec votre expertise et participation, c'est peut-être d'être plus proactif pour éviter des problèmes et puis partager une information qui serait peut-être pertinente. Est-ce que vous trouvez dans vos domaines respectifs qu'il y a de plus en plus d'incidences ou d'intérêt envers ces questions? Chantal, est-ce que tu veux commencer? Oui, je peux commencer. On laissera la parole finale à l'expert réel en la matière. Oui, personnellement, je pense on a plus tendance à réfléchir à ces questions. Et c'est sûr que le fait de pouvoir partager des idées, des écrits plus facilement, plus rapidement, va jouer un peu dans notre tendance à ne pas réfléchir peut-être autant qu'on devrait le faire avant de partager quelque chose ou de dire quelque chose. Cela dit, est-ce que ça résulte en plus de cas qui vont devant les tribunaux? Ça, je saurais y répondre. Je pense que Stéphane aurait peut-être plus d'éléments de réponse de ce côté-là. C'est sûr que la communication électronique pose un défi pour le droit. Il y a un petit peu de rattrapage à faire au niveau de nos règles, je pense, et les adapter comme il faut là, pour le contexte 2019. Mais ce que je dirais, c'est qu'on voit, puis ça c'est un petit peu aussi l'influence qui vient des États-Unis, on voit un peu plus l'utilisation de la menace d'une poursuite pour faire taire les gens. Oui. Et je reviens à la question tantôt de Subway. Pourquoi est-ce que Subway est poursuivi quand visiblement le test était clair? Pour faire taire CBC. Donc, cette notion-là, et c'est là où le droit a encore aussi un petit peu de rattrapage à faire, c'est encore, je trouve, là je parle mon opinion à moi, beaucoup trop facile pour quelqu'un
d'utiliser la menace d'une poursuite pour faire taire quelqu'un et faire peur à quelqu'un. Et ça, c'est vraiment dommage. Souvent, la personne n'a rien dit de mal au niveau du droit et elle avait tout à fait le droit d'exprimer l'opinion qu'elle a exprimée, mais ça refroidit un petit peu le débat. Donc, ce qu'on remarque souvent en droit, c'est le pendule qui balance. Et là, je dirais qu'on est plus dans un mouvement de refroidissement où on a un peu plus peur qu'avant de dire certaines choses. On ne veut pas se retrouver avec une poursuite. Et là, le droit, je pense, va avoir un rattrapage à faire. Excellent. Merci infiniment pour vos réponses. J'en profite aussi pour vous remercier, Chantal et Stéphane, pour l'échange aussi qui apportait des précisions vis-à-vis des différences entre le common law et puis le droit civil. C'était très intéressante pour nous et aussi pour nos participants qui se retrouvent au Québec. Une réalité différente, une loi traitée d'une différente façon. Alors, merci beaucoup. Ne voyant pas d'autres questions, j'aimerais vous remercier encore une fois. Chantal, votre association savante Acute, et évidemment Stéphane pour tous vos conseils juridiques, votre expertise. J'aimerais aussi remercier notre agent de relations auprès des membres, Philippe Cyr, et Lorna qui nous a aidé du point de vue technique. Donc, à tout le monde, merci beaucoup et au plaisir. Merci beaucoup. Bye Chantal. Bye Stéphane.